C'est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme et on en parle avec vous, Cynthia Agoni. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes présidente de l'ASBL Infor Autisme et vous êtes aussi la porte-parole du GAM, qui est ce groupe d'action qui dénonce le manque de place pour les personnes handicapées de grande dépendance. On va commencer avec vous par rappeler au fond ce qu'est l'autisme, et il faut commencer par rappeler que ce n'est pas une maladie. Mais non, justement, l'autisme est considéré comme un handicap. Dans d'autres milieux, il est considéré comme un fonctionnement différent lié à le développement du cerveau. Donc c'est un trouble neurodéveloppemental, j'y arriverai, qui consiste essentiellement dans des difficultés plus ou moins importantes dans la communication verbale et non verbale, ainsi que dans les relations sociales, et aussi dans des comportements stéréotypés, c'est-à-dire répétitifs, des intérêts particuliers assez pointus. Après, évidemment, à l'intérieur de cette définition assez simple et peut-être un peu vague, il y a énormément des formes possibles des et formes de situations possibles. Oui. On parle de troubles du spectre autistique. C'est ça. Et c'est vrai que dans la définition que vous venez de donner, Cynthia Agoni, on entend bien que les formes sont différentes, Oui. les formes varient. Il y a des formes plus aiguës que d'autres. Oui. Il y en a qui sont plus centrées sur la communication. Tout à fait. Est-ce que donc on va parler du diagnostic et de l'importance du diagnostic, mais peut-être quels sont les signes qui doivent alerter les parents chez les très jeunes enfants? C'est ça. Alors, chez les tout petits, on peut dire que déjà certains signes sont présents chez certains enfants très tôt, mais en tout cas, à 18 mois, on peut effectuer déjà des tests de dépistage. Il y a le chat, donc, qui est un test de dépistage que vous trouvez sur nos sites. Donc il ne faut même pas aller à l'hôpital pour ça. On peut faire un premier test chez soi, quoi. C'est ça. On peut le faire chez soi. On peut aussi éventuellement demander à son médecin pédiatre de le faire. Il est important que les médecins pédiatres soient au courant de l'existence de ces tests. Mais donc, les signes qui tous ne le savent pas. Vous dites que c'est important que les médecins pédiatres le sachent. Non, tous ne le savent pas, justement. Et donc, il y a aussi, sur le site de l'ONE, Excellensis, il y a toute une sorte de formation pour les pédiatres, afin de pouvoir dépister le plus rapidement et tôt possible les signes d'autisme. Alors, des choses auxquelles il faut absolument faire attention, j'en cite quelques-uns, je ne suis pas non plus, moi, une spécialiste, mais en tout cas, chez les enfants, déjà entre 15 et 22 mois, on peut observer le regard. Donc, si le regard ne se fixe pas, si l'enfant ne vous regarde pas dans les yeux quand vous lui parlez, c'est déjà un signe très important. Aussi, ce qu'on appelle l'attention conjointe, c'est-à-dire si l'enfant vous indique quelque chose avec son petit doigt pour attirer votre attention. Donc, c'est une attention conjointe entre vous et l'enfant. Ou, à l'inverse, si vous, en tant que parent, vous indiquez quelque chose à votre enfant, regarde l'avion là-haut, et l'enfant regarde vers la direction. S'il ne le fait pas, il faut aussi s'inquiéter. Et alors, déjà vers 18 mois, même avant, l'enfant met en place une sorte de jeu de faire semblant. Par exemple, essayer de jouer à dinette, ou bien avec les petites voitures, ou bien faire semblant de téléphoner avec un jouet, etc. Donc ça, ce sont des signes normaux chez les enfants ordinaires, mais qui ne se présentent pas chez les enfants qui ont de l'autisme. Voilà, donc c'est à ce genre de signes-là qu'il faut être attentif. Alors, les diagnostics maintenant ont été très fortement renforcés. Il y a d'excellents diagnostics qui sont posés très très tôt. Mais le problème qui se pose, c'est que les centres de diagnostic sont débordés. Il n'y a pas assez de place. Oui. Alors, je dirais plus dans la partie francophone du pays, effectivement, on constate des listes d'attente qui s'allongent pour certains enfants. Alors, quand ils sont tout petits, je pense que les centres font vraiment un gros effort pour essayer de les voir assez vite, mais il y a quand même quelques mois d'attente, plusieurs mois parfois, et quand ils sont un tout petit peu plus âgés, parce que voilà, peut-être on n'a pas trop vu, certains signes n'étaient pas assez évidents, eh bien là, on peut arriver jusqu'à 2 ans d'attente, et c'est énorme pour des enfants qui sont encore jeunes. Ouais, c'est important, le diagnostic précoce, justement, dans l'autisme. Alors, toutes les études scientifiques en la matière ont démontré, je pense qu'il n'y a plus aucun doute, qu'un diagnostic précoce permet
un pronostic plus favorable. Le plus tôt on intervient, même si on n'a pas encore la certitude que l'enfant est autiste, qu'il faut attendre plusieurs mois pour avoir un diagnostic, on peut déjà mettre en place toute une série d'interventions éducatives pour ces enfants qui présentent justement ce genre de difficultés. Et les interventions aussi, elles existent, elles ont fait leurs preuves. Il y a la méthode, le modèle Denver pour les tout petits. C'est quoi le modèle Denver? Alors c'est un modèle d'intervention qui agit essentiellement justement sur la communication et la relation sociale par le jeu, mais qui s'en appelle au principe de ce qu'on appelle l'ABA, qui est l'analyse du comportement appliqué. Évidemment modifiées, et ce sont des bonnes pratiques qui permettent aux enfants de progresser très rapidement. Mais là aussi, on manque de centres qui peuvent proposer ces formations-là, ou plutôt ces prises en charge. Alors justement, cette combinaison de le fait que les listes d'attente s'allongent dans les centres du diagnostic et qu'en même temps, il n'y a pas suffisamment de centres de prise en charge. Voilà. Quelles sont les conséquences pour les enfants qui sont potentiellement porteurs d'autisme? Alors écoutez, déjà, il faut dire qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, nous avons seulement 2 centres qui sont vraiment spécialisés avec des interventions précoces intensives. C'est l'unité API à l'UDERF, à l'hôpital des enfants Reine Fabiola, et alors le Chaboté en Wallonie. Donc à Bruxelles, il y en a un seulement. Oui, et le Chaboté en Wallonie, pour toute la Wallonie. Et ils accueillent quelques dizaines d'enfants, pas plus. Donc, quelles sont les conséquences? Alors, ce qui se passe, c'est que beaucoup de parents aujourd'hui s'informent vraiment sur l'autisme. Ils vont sur Internet, ils savent ce que l'on peut utiliser comme pratique pour aider leurs enfants. Ils se forment eux-mêmes, ou bien alors ils font recours à des professionnels spécialisés en privé, comme les logopèdes, par exemple, logopèdes qui agissent sur la communication. Justement, pas juste sur la communication verbale, mais aussi sur la communication alternative. Si l'enfant ne parle pas, il peut quand même communiquer par image, par geste. Il y a plusieurs types de communication. Le problème, c'est que et là encore le bas blesse, c'est que c'est vrai, on n'a pas beaucoup de logopèdes spécialisés, mais en plus, ces logopèdes, les soins logopédiques ne sont pas remboursés si vous avez un diagnostic d'autisme, parce qu'on considère qu'il faut aller dans un centre multidisciplinaire. Ouais, et donc ça, on en a encore parlé récemment, les parents d'enfants autistes qui demandent le remboursement. Voilà, et à nouveau, les centres multidisciplinaires, bon, laissons tomber les centres d'intervention précoce intensive, mais les centres multidisciplinaires qui existent n'ont pas une capacité suffisante pour répondre à tous les enfants et sont mal distribués aussi au niveau géographique. Alors, 2 dernières choses, Cynthia Agoni. Donc, vous êtes présidente de l'ASBL Infort Autisme. Que vous demandent les parents qui viennent vous voir? Dans quelle situation est-ce qu'ils sont? Eh bien, souvent, ils sont dans des situations de détresse. C'est-à-dire, ce sont souvent des parents qui se sont informés, parce que l'information existe, mais qui constatent dans le quotidien qu'ils n'ont pas accès aux aides dont ils ont besoin. Et à ce moment-là, effectivement, ils sont dans une détresse assez importante. Et donc, nous, on essaie de les aider, de les soutenir, de les orienter vers des services qui existent, parce qu'il y en a. On ne peut pas dire qu'il n'existe pas des services. Il y a des services d'accompagnement aussi, mais à nouveau, avec des listes d'attente. Et donc, dans l'attente, on leur conseille de se former. Et nous organisons des formations qui sont tout à fait accessibles aux parents. On a des séances d'information aussi à l'autisme, avec une psychologue spécialisée qui peut écouter les parents après la séance d'information. Donc, voilà, on essaie de bricoler, je m'excuse, c'est vraiment le mot, c'est du bricolage, mais on essaie quand même de les aider. Mais oui, parce qu'on a pas mal de témoignages de parents qui sont démunis, comme vous le dites, je reprends vos mots, parce que finalement, vivre avec un enfant touché par de l'autisme, ce n'est pas simple. Concrètement, quel est leur quotidien? Concrètement, je dirais que c'est un parcours du combattant. Avant tout pour comprendre l'autisme de leur enfant, parce que chaque parent, je dirais, devient un spécialiste de l'autisme de son enfant, pas de l'autisme en général. Mais donc, il y a tout ce parcours d'acceptation, d'information, de recherche, etc., et d'adaptation aussi aux difficultés. Parce que quand vous vivez, et ça je le dis en tant que parent, je suis moi-même parent, depuis 38 ans d'un enfant autiste. Et donc, quand vous vivez au quotidien avec un enfant autiste, ce n'est vraiment pas de sa faute, mais vous vivez avec un peu un extraterrestre, avec un enfant qui ne fonctionne pas dans les codes sociaux, dans la relation, comme tout le monde. Parfois, il peut ne pas supporter que vous le câliniez, alors que
quelque part, vous avez envie de le faire, vous vous rendez compte qu'il ne supporte pas d'être touché. Parfois, il a des difficultés sensorielles. Beaucoup d'enfants autistes ont des difficultés sensorielles. Mais surtout, je pense que c'est la relation qui est touchée. Alors, imaginez pour une maman, pour un papa, de ne pas pouvoir entrer en relation avec son propre enfant et de devoir utiliser d'autres stratégies. Après, on les trouve, mais au début, c'est quand même très dur. Et je pense que c'est ça la chose la plus importante, c'est qu'il faut que les parents puissent très vite être mis au courant des difficultés et qu'ils aient des outils pour pouvoir pallier à ce problème de communication. Très bien, merci Cynthia Agoni. On a bien compris qu'aujourd'hui ces outils en tout cas existent pour attirer l'attention sur les signes, mais la difficulté c'est le diagnostic et surtout la prise en charge et l'accompagnement. Merci beaucoup d'être passé nous voir dans le 12h30. Merci.